bonjour à toute personne qui va écouter cette petite et modeste vidéo qui va parler aujourd'hui du courrier, du fameux courrier que Albert Pike, grand maître dégénéré luciférien de la franc-maçonnerie universelle, donc c'était il y a longtemps quand même, son courrier, donc un courrier qu'a écrit Albert Pike à Giuseppe Mazzini, grand patron de la maçonnerie européenne et notamment des Carbonari italiens, donc le 15 août 1871. Le courrier date du 15 août 1871. Donc il a découvert ce courrier. Ce courrier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a le général Pike, le patron de la franc-maçonnerie mondiale, c'est-à-dire d'une armée de plusieurs millions d'individus, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui c'est sûr. Vous savez très bien que tous les présidents américains étaient francs-maçons, donc voilà quoi, ça vous donne à peu près le niveau de la personne qui parle, ça ne plaisante pas. Les Carbonari italiens, ce n'est pas une blague, c'est des gens extrêmement bien équipés, bien préparés, etc. Donc il prépare une révolution mondiale qui va finir dans un bain de sang monumental en 3 étapes. La première guerre mondiale, je cite, devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de transformer ce pays par la mainmise du communisme athée. Les divergences naturelles attisées par les agentours des Illuminati entre les empires britanniques et allemands devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. Nous voyons ici la création d'un monstre tentaculaire qui est le communisme, qui va créer des centaines de millions de morts. Entre les famines et les massacres russes et tout ce qui est chinois et compagnie, c'est monumental. Donc voilà, on a troqué le tsar contre des démons. Je passe à la Deuxième Guerre mondiale qui devait être fomentée en jouant sur les divergences entre fascistes et sionistes politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la puissance du communisme international devait arriver au niveau de celle de la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu'à son utilisation pour le dernier cataclysme social. Et ça se passe exactement comme c'est écrit sur ce courrier. Comment savait-il qu'il y aurait des sionistes alors qu'ils n'étaient pas encore là, les sionistes? Théodore Herzl n'avait pas encore fait son congrès de Bâle en 1896. Il y avait encore rien. Comment pouvait-il savoir sur le fascisme? Il n'y avait pas de fascistes à l'époque, en 1871. Soyons sérieux, vous imaginez le choc reçu quand on lit un courrier aussi prophétique, aussi démoniaque. Troisième et dernière étape, la Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mohammed, et le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient ne préparent pas la réalisation de ce projet démoniaque? My friends, we stand at the precipice. The entire world is rushing towards World War III by any measurement or definition. The private offshore banks that dominate Europe and the United States are invading countries all over the Middle East, North Africa, and trying to start a war as well with Pakistan. This is all happening as the world economy is imploded and as the private central banks openly announce a private corporate bank of the world that our carbon taxes will be paid into. Les accusations les plus graves portées aux dirigeants de la Réserve fédérale sont qu'ils seraient responsables de 3 des plus grandes tragédies du XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Grande Dépression. La guerre est probablement l'activité qui génère le plus de profit pour un banquier international.
Par conséquent, dans l'histoire de l'Europe et de l'Amérique du Nord depuis 300 ans, on voit des banquiers internationaux qui aident les nations belligérantes des deux côtés de la ligne de front. Ils essayaient de provoquer une guerre en Europe depuis 1885, mais les banques centrales d'Europe avaient déjà ruiné toutes les nations européennes. Le seul argent qui restait était aux États-Unis. Pour y avoir accès, ils devaient imposer une banque centrale au peuple américain. On l'a présenté comme le moyen d'assurer la stabilité économique de l'Amérique. À peine une décennie après la fondation de la Réserve fédérale, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement la plus grande dépression de ce siècle. Pendant les 16 mois qui ont précédé le krach de 1929, la Réserve fédérale a augmenté la masse monétaire de 62%. Ce qui est arrivé ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens achetaient, vendaient, garantissaient, empruntaient en pensant que cette abondance n'aurait pas de fin. Puis, au moment du krach, ils ont cessé d'augmenter la masse monétaire et ceux qui avaient mis en garantie leurs actions, leurs obligations, leurs maisons, leurs autos et leurs comptes d'épargne ont tout perdu. La guerre est une entreprise extrêmement rentable. Après la Première Guerre mondiale, le sénateur Gerald Nye a organisé une commission devant laquelle il a traîné les plus gros financiers et industriels pour examiner les profits qu'ils avaient réalisés au cours de la guerre. La guerre est très profitable et quiconque dit le contraire est menteur ou fou. Ils ont réussi à nous faire entrer dans la Première Guerre mondiale. En fait, grâce à eux, la guerre a continué pendant 2 années supplémentaires. Il y a plusieurs personnes qui croient que toutes les guerres de ce siècle ont eu lieu pour qu'un petit groupe de financiers puisse faire des profits. Des gens qui sont dans la sphère d'influence du groupe Bilderberg et de la commission trilatérale. Au lendemain de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, le puissant réseau mondialiste va finalement mettre en place la plateforme de travail définitive du nouvel ordre mondial tant souhaité, les Nations Unies. C'est en 1945 que l'Organisation des Nations Unies est fondée par la toute-puissante élite mondialiste appuyée par l'establishment canadien. Par exemple, le Canadien Frank Scott était un diplomate membre de l'élite mondialiste. Il a étudié à l'université Oxford grâce à une bourse de la Fondation Cecil Rhodes et était aussi membre de l'Institut canadien des affaires internationales. Il va publier en 1946 un article dans l'International Journal où il défend l'idée d'un gouvernement mondial incarné par les Nations Unies. Il écrit « La paix est un sous-produit du gouvernement. Sans gouvernement, il ne peut y avoir de paix. La paix mondiale, dès lors, requiert un gouvernement mondial. Il y a la possibilité et l'espoir que l'ONU se transforme en un véritable système de gouvernement mondial à travers la dilution imperceptible de la souveraineté des nations. » En 1944, lors de la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, un réseau de banquiers mondialistes va fonder le Fonds monétaire international, une banque centrale planétaire destinée à contrôler l'économie mondiale et à émettre éventuellement dans l'avenir une monnaie internationale. En 1954, le réseau mondialiste va tenir une conférence secrète à l'hôtel Bilderberg sous l'initiative de Joseph Ratzinger, du prince Bernard des Pays-Bas et du puissant banquier David Rockefeller. Selon le site officiel du groupe Bilderberg, leur premier objectif a été d'unifier l'Europe et de tirer profit de la guerre froide. Chaque année, une centaine d'invités choisis par le réseau mondialiste participent à cette réunion de moins en moins secrète qui fixe le calendrier du nouvel ordre mondial pour l'année à venir. Plusieurs mondialistes canadiens participeront aux conférences Bilderberg jusque dans les années 80, comme Paul Martin Senior, Lester B. Pearson, Maurice Sauvé, Marcel Cadieux, Michel Bélanger, Jacques Parizeau, Claude Ryan, Pierre-Éliott Trudeau, Robert Bourassa, Conrad Black, Jean Chrétien, Paul Desmarais et bien d'autres. Je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer
que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. On dit volontiers d'eux qu'ils sont sans foi ni loi, que leur fortune est bâtie sur les guerres, sur la souffrance des hommes, sur les morts. À travers le monde, ils ne sont qu'une poignée à exercer ce métier sans doute le plus secret de tous, marchand d'armes. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Entre scrupules et appât du gain, comment vivent-ils? C'est ce que nous avons voulu savoir en pénétrant dans le monde très fermé des marchands d'armes, mais aussi des trafiquants, des intermédiaires. Guerre de libération, guérilla, guerre civile, coup d'État. Depuis 1945, plus de 130 conflits ont ensanglanté la planète. De Beyrouth à Sarajevo, de Saïgon à San Salvador, ce sont presque toujours les mêmes armes qui crépitent et souvent les mêmes hommes qui, dans l'ombre, alimentent la haine collective. Cet Américain n'a rien d'un combattant. Son nom, Samuel Cummings. Il est le plus grand marchand d'armes privé au monde. Je suis optimiste parce que d'abord j'ai une nature optimiste et puis parce que j'ai toujours cru, et je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis, que le commerce des armes militaires est basé sur la folie humaine et non sur la sagesse. Et je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'on peut affirmer que la folie humaine n'a pas de limite. Ce qui est la séquence la plus importante du film, c'est la manifestation des ouvriers belges qui vont dans la rue pour obtenir le droit de vendre des armes au colonel Kadhafi. C'est une scène un peu surréaliste et quand on débarque là-dedans et qu'on découvre cette scène-là, on est vraiment étonné. Les armes, c'est d'abord des emplois. Les 3000 fusils et mitrailleuses de la fabrique nationale destinés à la Libye sont toujours bloqués dans les entrepôts de l'usine. 1 mois que ça dure. Le gouvernement tarde à se prononcer sur un dossier explosif qui vire au bras de fer social. Ce jour-là, dans l'usine, mobilisation générale. 1000 ouvriers en colère s'apprêtent à manifester. C'est aujourd'hui leur gagne-pain qui est en jeu. Faute de feu vert de leur gouvernement, ils perdent une commande de 12 millions d'euros à laquelle s'ajoutent 100 millions d'euros d'autres contrats qu'ils étaient sur le point de conclure avec la Libye. Il faut qu'ils signent cette licence pour donner du travail au moins pendant 5 ans. Puis je ne suis pas la seule, il y a 250 jeunes qui sont en CDD ici et ils risquent autant que moi. D'habitude, on va voir des gens dans la rue qui vont manifester contre Kadhafi plutôt, ou alors pour avoir une augmentation. Mais on ne voit pas des gens qui manifestent pour vendre des armes à quelqu'un qui est quand même plutôt haï dans le monde, qui a plutôt l'image d'une ordure. Et donc il y a ce paradoxe avec ces ouvriers qui sont attachants, qui veulent sauver leur emploi et qui se battent pour ça, et de l'autre, l'idée d'aller vendre à quelqu'un qui est quand même considéré comme une crapule. Donc on est là, à travers ce paradoxe, on a une espèce de résumé assez étonnant de ce que c'est ou de ce que ça peut être le commerce des armes quand il est légal. Juillet 2007, à partir d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine, un photographe de l'agence Reuters, avec son appareil à l'épaule, marche, accompagné de son assistant, dans une rue de Bagdad. Dans l'hélicoptère, un soldat prend la caméra pour une arme et il demande l'autorisation de tirer. L'ordre ne se fait pas attendre.
Le photographe tente de s'échapper, mais les balles l'atteignent mortellement. Un peu plus loin, son assistant subit le même sort. Le photographe Namir Noureldine avait 22 ans, son assistant 40. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques instants plus tard, des hommes viennent à la rescousse des blessés. Même scénario. Les canons 30 mm dans l'hélicoptère sont sans pitié. Clear. Come on. Clear. The reality of modern war from the air. Cette vidéo, dit le porte-parole du site Internet qui a publié ces images, nous montre la réalité de la guerre moderne. Les armes dans l'hélicoptère sont habituellement utilisées contre des blindés. Et puis, il y a le comportement des soldats. C'est comme s'ils cherchaient à obtenir un score élevé sur un ordinateur. 2 enfants blessés seront évacués dans l'opération par des soldats américains arrivés sur les lieux. Dans l'hélicoptère, on entend l'un des pilotes dire « C'est de leur faute s'ils emmènent des enfants dans la bataille. » Nous sommes ici à Sorman, un quartier résidentiel à 65 km à l'ouest de Tripoli. Et ici, le 20 juin, vers 2 h du matin, 8 roquettes se sont abattues sur ces bâtiments. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire. Alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. La veille, toute la famille s'était rassemblée pour le 4e anniversaire du petit Khwildi Junior, et c'est durant leur sommeil que l'OTAN a mis fin à leur vie. Je ne montrerai pas ici les images absolument épouvantables que j'ai vues, les corps en morceaux. Voici juste les plus présentables. Et je pense que le public a le droit de savoir et de regarder en face ce qui est vraiment la guerre humanitaire de l'OTAN. Mais la première question, c'est qui serait assez fou pour faire jouer et dormir ses petits-enfants dans un centre de commandement militaire. Et puis j'ai pu me promener ici où je voulais pendant plusieurs heures dans ce parc et il n'y a absolument rien de militaire ici. Et de savoir qu'il n'y avait ici non pas un centre de commandement militaire, mais juste une résidence privée. Conclusion, le but était bien d'assassiner Hamidi. Après tout, Hamidi est un symbole de cette révolution libyenne de 69 où ces jeunes officiers de 25-26 ans ont osé renverser le roi Idriss et la monarchie arriérée qui maintenait le peuple dans la pauvreté. Ils ont osé fermer les bases militaires des États-Unis et surtout ils ont osé nationaliser le pétrole, ce qui a permis de donner aux Libyens l'éducation, des soins de santé, un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'en Tunisie, en Égypte, dans les pays voisins, sans parler de l'Afrique où il y a des matières premières extrêmement riches et une population complètement pauvre. Donc il faut se demander si les États-Unis et la France sont en train d'appliquer la méthode d'Israël, c'est-à-dire assassiner les dirigeants politiques qui ne leur plaisent pas et en même temps leurs familles pour faire peur. Et ça se fait en notre nom à nous, Européens, et c'est l'argent de nos impôts qui paye les bombes. Alors quand est-ce que nous allons enfin réagir? Qui est responsable de tout ceci? C'est moi lorsque je vote et je paie mes impôts. Ah, je comprends. Donc, c'est moi seul qui peux arrêter la guerre. Oyez, oyez, la guerre est finie. Le mur est tombé.
La guerre a cédé sa place à la paix. Le mouton a cédé sa place à la jument. Le citoyen a cédé sa place à la souveraine. La peur a cédé sa place à l'amour. Vive le paradis sur terre! Bonjour. Folle ou utopiste? Réaliste. Voilà la vérité. Tout le reste n'est que mensonge. Nous vivons dans le mensonge depuis des milliers, des millions d'années. Et nous allons d'abord voir comment fonctionne ce monde de mensonges. Comment on arrive à faire la guerre sans arrêt. 130 guerres depuis 1945. 130. La guerre partout, tout le temps. Qui va arrêter? La question est, qui va arrêter la guerre pour que la paix se manifeste? Nous avons vu tout à l'heure qu'en 1945, on a fondé l'ONU qui devait apporter la paix sur la Terre, la paix mondiale. Il n'y a jamais eu autant de guerres que depuis ce temps-là. Et nous continuons de croire que l'ONU va nous apporter la paix. Je vous propose aujourd'hui de regarder le fonctionnement, les différentes étapes de fonctionnement de la guerre. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans la vidéo que Diane nous a préparée, et après ça, on va voir comment on peut arrêter cela, comment on peut sortir de cela. Parce que ce n'est pas possible que ça n'arrête pas. Si on peut faire la guerre, on peut faire la paix. Mais la paix, ça ne se fait pas. Il faut défaire la guerre pour que la paix émerge. Parce que nous sommes des êtres de paix. Alors, nous avons un tableau ici. Je vais pousser ça un petit peu. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que tout le monde voit le tableau qui est là? Bon. Ce tableau reprend les 4 niveaux que nous avons vus tout à l'heure, les 4 complices de la guerre. Nous l'avons vu déjà au niveau de la conspiration, de la corruption, de la complicité, du consentement. Les 4 CO de la collaboration. Et ceci vaut pour tous les systèmes. Je l'avais déjà expliqué dans la mafia médicale, où j'étais dans le même dilemme quand j'ai écrit la mafia médicale, qui était de savoir pour qui j'écris ce livre-là. Est-ce que je l'écris pour les autorités au niveau conspiration, ou au niveau corruption, ou bien au niveau complicité, ou au niveau consentement? Et j'ai essayé tous les niveaux, avec un échec complet. Personne ne voulait rien entendre de savoir comment fonctionnait le système médical. Et finalement, j'ai réalisé que le vrai pouvoir était là. Et j'ai décidé donc d'écrire la mafia médicale pour la malade, pour l'individu. Alors ça, c'est exactement la même chose pour tous les systèmes. On va donc commencer par la conspiration pour comprendre comment ça va. L'exemple que je donne,
pour cette hiérarchie. L'exemple que je donne est le suivant. Admettons que je veuille faire un vol de banque. Si je veux voler une banque ou n'importe quoi, mais faire un vol, on va dire faire un vol, ça me prend quoi? Bien, ça me prend un plan. Je ne vais pas arriver là, puis à n'importe quelle heure, puis n'importe comment, et puis rentrer dans la banque, et puis voler la banque. Je vais faire un plan très précis. Est-ce que je vais dire mon plan à tout le monde? Hein? Évidemment, non. Donc, c'est un plan secret. Il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas un plan secret. C'est impossible. Alors, le plan secret, c'est la conspiration. Nous avons vu tout à l'heure, et ça c'était très intéressant, cette fameuse lettre d'Albert Pike à Carbonari, enfin de l'italien, qui a été écrite en 1871, qui parlait déjà à ce moment-là de nazisme, de communisme, de sionisme, qui n'existait pas du tout. Comment pouvait-il, en 1871, parler de cela? C'est parce qu'ils étaient au courant du plan. Il y a donc un plan. Et vous allez entendre régulièrement, à chaque fois que vous parlez de plan, de conspiration, de complot, les gens vont dire « Ah, la théorie du complot! T'es un théoricien du complot! » Alors écoutez, ou on est aveugle, ou on est idiot quand on pose une question pareille. Il faut être aveugle ou idiot. Alors je pose la question, moi, êtes-vous aveugle ou idiote? Hein? C'est un ou l'autre, parce qu'on ne peut pas... Ça nous crève les yeux, c'est là. Puis on appelle encore ça une théorie. Ah, c'est une façon de penser. Bon, alors vous pouvez voir tout de suite pourquoi on utilise ça. C'est pour dénigrer, pour empêcher, enlever la crédibilité, garder les gens dans l'ignorance. Non, c'est pas possible qu'il y ait un plan. Bien, écoutez, ça ne peut pas faire autrement. Vous allez remarquer qu'ici, en haut de ce niveau-là, il y a une petite pointe noire. Qui est-ce? Eh bien, c'est les plus élevés dans le secret et dans le plan, dans la conception du plan, et ce sont les jésuites. Les bons jésuites? La compagnie de Jésus? Ah ben oui, rien de tel que de prétendre servir Dieu et de prétendre servir Dieu pour exploiter l'humanité tout entière.